L'Afrique a célébré hier son cinquantenaire. Aujourd'hui, c'est une Afrique très confiante en son avenir qui prend place. Et François Hollande, présent à Addis Abeba, a lancé l'idée d'un sommet sur la sécurité pour accompagner le continent. Les berges du fleuve Niger à Gao retrouvent l'ambiance habituelle. La pêche et la vente du poisson frais ont repris pour le bonheur des populations. Un phénomène nouveau est visible à Bamako les dimanches avec le marché de volailles d'un autre genre. Les poulets de chair, de dinde, de pigeons, de canards sont échangés et vendus à des prix inimaginables. Le sujet a intéressé la rédaction. Nous sommes dimanche 26 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'actualité sur le continent, c'est toujours le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu qui se tient à Addis Abeba. Un sommet qui évoque la situation au Sahel et notamment au Mali où une force onusienne de 12 000 hommes doit être déployée après la défaite infligée aux groupes armés terroristes du Nord. L'Est de la République démocratique du Congo, foyer d'instabilité depuis des décennies, a fait l'objet d'une réunion des pays riverains en marge du sommet. Invité hier pour le cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, le président français François Hollande a invité les chefs d'État africains à un sommet consacré à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, sommet qui se déroulera à Paris et au mois de décembre. La fête s'est étirée tout l'après-midi. Samedi, l'Union africaine a soufflé avec faste ses 50 bougies. Des chants, des danses signées du Sud-Africain Zumzi Longo, déjà organisateur des cérémonies du mondial en 2010. À la tribune, de nombreux chefs d'État se succèdent. 3 minutes chacun, pas une de plus. Parmi eux, Kenneth Kaunda, le premier président zambien, un des pères fondateurs de l'OUA. Pendant les jours sombres du colonialisme et de l'apartheid, nous avons eu des dirigeants qui ont donné leur sang et sacrifié leur vie pour l'amour de la liberté sur notre cher continent, l'Afrique. Ils détestaient l'injustice et ont donc relevé le défi de la lutte pour le changement. La fête terminée, place au sommet proprement dit, avec un agenda chargé. Crise politique à Madagascar, situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et sécurité au Mali. La menace terroriste dans toutes les têtes, quelques jours après les attentats au Niger. François Hollande, seul chef d'État européen invité, a d'ailleurs lancé l'idée d'un sommet sur ce thème à Paris en décembre prochain. Ne concerne pas simplement. La France sera aux côtés des Africains. Et je proposerai la réunion d'un sommet entre la France et l'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement, qui sera consacré à la paix et à la sécurité. Autre chef d'État invité, la brésilienne Dilma Rousseff, venue avec un cadeau, 900 millions de dollars de dettes annulées par son pays en direction des pays africains. Le président de la République par intérim, le professeur Dionkunda Traoré, a pris part aux festivités de célébration du cinquantenaire de l'Union africaine et le président de la République est déjà en route pour Bamako. Le Haut Conseil islamique ne donnera pas de consigne de vote pour les élections à venir et il jouera tout son rôle pour la réussite de ce rendez-vous électoral. Ces propos sont du président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko, qui s'exprimait ainsi à l'ouverture d'une journée de réflexion sur la tenue d'élections apaisées, transparentes et la réconciliation. La journée visait à attirer l'attention des musulmans sur leur rôle déterminant pour relever ces défis compte rendu avec Bouba Traoré. Le Haut Conseil islamique partage le double souci du gouvernement, réussir les élections de juillet prochain et le processus de réconciliation. L'organisation d'une journée de réflexion sur ces préoccupations nationales en est la parfaite illustration. L'enjeu est d'inviter les musulmans à s'impliquer fortement dans la recherche de solutions à la crise multiforme. Profitons encore pour appeler tous nos concitoyens à aller vers la réconciliation de cœur et des esprits. Et ensuite, se donner la main pour relever ce défi que de réussir ces élections. Réussir aussi un taux de participation très élevé
pour que le Mali sorte grandi de ces événements. Le Haut Conseil islamique dit mesurer l'importance des prochaines élections. C'est pourquoi il entend assumer pleinement son rôle dans le respect du caractère laïque, républicain et démocratique du Mali. Toutefois, l'organisation islamique tient à faire cette mise au point. Le Haut Conseil islamique en tant que structure ne donnera pas de consigne de vote. Nous sommes nous-mêmes partie prenante dans l'organisation des élections. Le président de la CENI était membre du Haut Conseil. Cela nous oblige un droit de réserve. Et ça, nous allons l'observer avec toute la franchise nécessaire. Du côté du gouvernement, on se réjouit de l'organisation de cette journée de réflexion sur la tenue d'élections transparentes et la réconciliation. Pour le ministre des Affaires religieuses et du culte représentant les premiers ministres, l'activité est un témoignage concret du soutien du Haut Conseil islamique à l'action gouvernementale. Je voudrais saluer l'initiative de cette journée et apprécier votre engagement depuis vos mosquées et zawias à vous mettre au service de toute la nation malienne par vos prières, vos bénédictions et votre solidarité pour la réconciliation et la paix dans notre pays. De cette journée de réflexion devront sortir des propositions susceptibles de contribuer à la réussite des élections à venir et à la réconciliation des cœurs et des esprits. Puisque nous parlons d'élections, faisons un tour à Kayes pour vous signaler de la fin de la visite du gouverneur de la région de Kayes dans le cercle de Bafoullabé et de Kita. Cette visite de prise de contact a permis d'échanger avec les autorités administratives et politiques et la société civile sur les difficultés quant à l'organisation prochaine des élections dans notre pays. Le point avec Jafar Aïdara. Cette troisième sortie du gouverneur à l'intérieur de la région de Kayes a permis au chef de l'exécutif régional d'échanger avec les autorités administratives, politiques et la société civile de Bafoullabé et de Kita sur la situation sécuritaire et politique de notre pays et comprendre les problèmes auxquels les populations de deux cercles sont confrontées. Ces difficultés sont liées à la mobilisation des ressources financières, à l'assainissement et à l'extension du réseau téléphonique. Même si à Bafoullabé, les ressources minières et les aménagements hydro-agricoles constituent de réelles potentialités de développement économique. Au-delà des missions régaliennes de la transition qui consistent à l'organisation des élections et des questions de sécurité, ça nous a permis, nous, collectivités, de revoir nos missions quotidiennes par rapport aux compétences. Cette visite a rassuré le colonel Salif Traoré du bon déroulement des préparatifs des élections dans les deux cercles. Ces préparatifs ont porté sur la prise de décisions portant en création de la commission d'organisation des élections et du cadre de concertation au niveau des cercles et dans les communes. Création des commissions d'établissement, des listes électorales, le recrutement des équipes chargées de la distribution des cartes Nina. Après Bafoullabé, nous sommes à Kita aujourd'hui et je dois dire que cette rencontre a répondu à mes aspirations. Il y a eu de longs échanges, des échanges qui ont été également l'objet de sensibilisation. Les gens ont posé beaucoup de questions par rapport au processus, par rapport aux cartes Nina, par rapport à la date. Je pense que les échanges ont pu apporter beaucoup de sérénité au niveau de beaucoup de gens. Le gouverneur a par ailleurs visité le barrage hydroélectrique de Manantali. Ce barrage produit 800 gigawatts dont le Mali bénéficie 52% de l'électricité produite. Ensuite, il s'est rendu sur le périmètre B aménagé de Manantali dans lequel le gouvernement et ses partenaires ont injecté plus de 6 milliards de francs CFA. Malheureusement, ce périmètre reste inexploité. Il faut rappeler que la situation sécuritaire dans les cercles de Kita et de Bafoullabé est relativement calme. C'est là grâce aux efforts de nos forces de sécurité. Le champ politique s'élargit de jour en jour ici au Mali et cela en cette veille d'élection générale. Une nouvelle formation dénommée Parti socialiste Yelenkoura vient de voir le jour. Les activités du nouveau parti ont été lancées dans la salle des conférences de la Maison des Aînés. Le parti dirigé par Amadou Koïta se fixe comme objectif l'animation de la vie politique et notamment la conquête et l'exercice du pouvoir. Agali Aguissa. C'est une salle pleine à craquer de monde qui a servi de cadre au lancement du Parti socialiste Yelenkoura. Entendez par là la lueur d'espoir. La nouvelle formation politique dirigée par un bureau provisoire de 55 membres se veut un cadre d'échange et de consolidation de la démocratie. Pendant les 20 ans, nous avons suffisamment appris et aujourd'hui nous estimons que nous pouvons aussi apporter notre petite pierre
pour la construction de la démocratie, la consolidation de la démocratie et de la République. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer ce parti socialiste qui s'appelle Parti socialiste lié le croix, socialiste pour plus de solidarité, socialiste pour plus d'équité, socialiste pour plus de justice et socialiste encore pour plus de compréhension mutuelle. Cette devise rime avec les ambitions des leaders de ce nouveau parti qui a choisi pour emblème une bougie allumée dans un cercle de fond bleu. Les responsables du parti entendent participer à l'élection présidentielle de 2013. Nos ambitions, c'est de participer aux élections législatives. Nos ambitions, c'est de participer aux élections communales pour avoir des députés jeunes, des députés femmes, des maires jeunes, des maires femmes. Mais notre ambition aussi, c'est d'aider un candidat à l'élection présidentielle. Un candidat qui incarne certaines valeurs, les valeurs de probité, d'intégrité morale. Un candidat qui a le sens élevé du patriotisme. Un candidat qui sera capable de réunir les Maliens. Le président a également appelé les groupes armés qui occupent une partie du territoire de tronquer leurs armes contre la DABA ou tout autre outil de travail pour mieux contribuer au développement de la patrie. Auparavant, les présidents des jeunes et des femmes ont invité leurs militants à plus d'engagement pour implanter le nouveau parti qui enregistre déjà l'adhésion de plusieurs élus selon son président. Autre création de parti avec le lancement du parti dénommé Synergie pour un nouveau Mali et Sinouma. La nouvelle formation politique a été créée par Safiatou Traoré, députée à l'Assemblée nationale. Sinouma se donne comme mission de renforcer les acquis démocratiques et d'assurer l'équilibre du pouvoir, d'où le slogan « Ensemble pour un nouveau Mali ». Bourama Traoré pour des détails. La synergie pour un nouveau Mali, Sinouma, est officiellement lancée. La nouvelle formation politique vient renforcer la centaine de partis qui comptent le pays. La Sinouma prône le socialisme et nourrit des ambitions pour le Mali. Nous attendons bâtir un État dont la démocratie repose sur la force des institutions et l'équilibre des pouvoirs. Œuvrer au renforcement de la décentralisation, à l'assainissement de l'administration publique et à la modernisation de la gouvernance administrative. La synergie pour un nouveau Mali entend proposer aux Maliens un projet de société dans les tout prochains jours. Un projet qui prend en compte tous les secteurs de développement tels la sécurité, l'éducation, l'économie et la santé. Sur ce dernier point précis, les engagements du parti Sinouma. Il s'agit de faire de la santé des populations une priorité en offrant à chacun les moyens d'accéder aux soins de base où qu'ils se trouvent dans les 4 coins du pays, par la création d'infrastructures sanitaires, la formation du personnel en quantité suffisante et en qualité, et le développement d'une politique sanitaire de proximité. La synergie pour un nouveau Mali s'engage également à contribuer à restaurer le tissu social et à réconcilier les Maliens. Le parti réaffirme ainsi son soutien à la commission de dialogue et de réconciliation mise en place par les autorités nationales. Pas de négociation avec des hommes armés, c'est une résolution de l'Alliance pour un Mali prospère. La première convention nationale du parti vient de prendre fin ici à Bamako et la formation encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour la tenue de la présidentielle en juillet. Le compte-rendu de Moïse Traoré. La première convention nationale de l'Alliance pour un Mali prospère, AMP, adhère à la tenue de la présidentielle en juillet. Le choix doit être basé sur des idées précises, défendables, compréhensibles, réalistes, chiffrées pour être mesurables, sur lesquelles le leader s'engagera devant le peuple malien. Le parti encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour sortir le pays de la transition. L'Alliance pour un Mali prospère demande aux autorités maliennes de n'engager aucune négociation avec des hommes armés. Nous disons qu'aucune négociation ne doit être entamée avec le MNLA avant son désarmement et son cantonnement. Au cours de la journée, les 80 délégués et les membres du bureau national ont échangé autour de l'idéologie du parti, les droits et devoirs du militant et les questions d'intérêt national. L'épineuse question de la région de Kidal aussi peut trouver sa réponse dans le cadre de la décentralisation appliquée par le nouveau leadership, c'est-à-dire une décentralisation où les élus locaux mettront en œuvre, en collaboration avec les populations et les services déconcentrés, avec l'appui du pouvoir central en cas de besoin. À l'AMP, la moyenne d'âge est de 40 ans. Des partis tels le MP Rama
Le Sénid Faso Iriwaton, l'URD, Yelema et l'APDM Équité ont apporté leur soutien au nouveau parti. L'AMP est membre de la Convergence pour sauver le Mali. Son assemblée constitutive remonte au 8 janvier 2012. Le Comité national d'initiative démocratique Faso Iriwaton commémore ses 22 ans de vie politique. Par la même occasion, le parti Sénid de Faso Iriwaton a inauguré son nouveau siège à la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. La cérémonie a été présidée par Maître Muntagatal, qui est en même temps président du Sénid Faso Iriwaton. Garibou Pérou. 26 mai 1991, 26 mai 2013, cela fait exactement 22 ans. Ces 22 ans correspondent à la vie politique du Comité national d'initiative démocratique Sénid Faso Iriwaton. Cet anniversaire qui a une essence panafricaine est célébré à travers l'inauguration de ces bâtiments qui va dorénavant être le siège du parti. Nous avons été sobres aujourd'hui parce que nous sommes sous état d'urgence. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont encore dans des pays voisins. En raison de tout cela, nous ne pouvons rien faire aujourd'hui en dehors d'une pensée pour toutes ces personnes. Construit à 2 niveaux, ce bâtiment va loger les militants du parti Sénid Faso Iriwaton. Il est composé de 12 bureaux, 4 salles d'attente, une salle de conférence de 300 places, un bureau du président entre autres. Ce nouveau siège qui, selon les militants du parti, symbolise la grande famille. Il représente aussi un nouveau départ pour la conquête du pouvoir aux échéances électorales de 2013. Nous sommes aussi en période électorale. Et il n'y a pas de secret pour gagner des élections. Il faut travailler, il faut y croire. Tant qu'on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. Peut-être que le parti pourra réaliser ses ambitions pour le Mali. Ce 22e anniversaire modéré, puisqu'il coïncide avec l'état d'urgence, est une occasion pour les militants du Sénid Faso Iriwaton de rappeler tous ceux qui se sont sacrifiés pour la cause du Mali. Le Sénid Faso Iriwaton se dit résolument déterminé à lutter contre des maux comme les préjugés, les injustices et la corruption. Le président du Sénid Faso Iriwaton a profité de cette cérémonie pour inviter les militants à promouvoir la notion d'État et à respecter les règlements intérieurs du parti. Après sa visite de terrain à Kobada et à Foroko, le président de la Chambre des mines du Mali a rencontré la presse pour faire le point de la situation et inviter les populations et les orpailleurs à plus de calme et de sérénité. Abdrahman Meiga, compte rendu. Cette conférence de presse est une occasion voulue par la Chambre des mines du Mali pour donner plus d'informations à la presse nationale et à travers elle, l'opinion publique nationale et internationale. Ces informations font suite à une visite de terrain menée le mercredi dernier par le président de la Chambre des mines sur les sites de Kobada et de Foroko. Cette sortie a permis au président de la Chambre des mines du Mali de rencontrer les populations et les autorités locales. Autre constat fait par la délégation conduite par Abdoulaye Pona sont entre autres des équipements des orpailleurs confisqués, d'importants matériels roulants abandonnés suite au coup de force, tout cela couronné par la restriction de la liberté de circuler. S'il est vrai que nos lois et aussi nos us et coutumes doivent être au service exclusif de la paix et de la stabilité, nous restons convaincus que sans le dialogue, je dis bien sans le dialogue et la concertation, rien de durable ne peut être construit ou réussi. Pour la sortie de crise, le président de la Chambre des mines propose 4 solutions, à savoir, primo, l'État doit respecter ses engagements vis-à-vis des sociétés minières, secondo, envers la population et les coutumes, terceau, le respect de l'intégrité physique des personnes. Plus de 17 millions de francs CFA, c'est la valeur de vivre que l'Agence des musulmans d'Afrique vient de remettre aux familles déplacées résidant dans le district de Bamako. Le geste se situe dans le cadre du programme d'appui aux familles déplacées du Nord, Fademba Keita. Cette 3e phase de distribution des vivres de l'Agence des musulmans d'Afrique AMA intervient après celle de San et de Koutiala. Les 31,2 tonnes de vivres destinées à 600 familles déplacées du Nord à Bamako se composent de riz, d'huile, de lait en poudre, de sucre, de mil et de maïs. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de secours aux déplacés de guerre de l'agence. Une agence engagée à soutenir tous les projets humanitaires qu'elle a mis en œuvre depuis 30 ans. Un bien social qui incombe à tout bon musulman, mais l'action que nous venons de mener rentre dans le cadre humanitaire. Ça fait partie des projets
humanitaire de l'Agence des musulmans d'Afrique. Le geste de cette ONG humanitaire a été vivement salué par les autorités religieuses. Cette initiative est la bienvenue. Vu la situation que vivent ces déplacés du Nord, ils ont laissé leur famille, leur boulot, pour venir ici dans cette situation aussi dure qu'ils vivent depuis le début des événements. Du côté des bénéficiaires, une lueur de joie était perceptible. Au nom de Pétrolier, c'était un sentiment de joie. Parce que l'Agence musulmane d'Afrique, ce n'est pas leur première fois de participer à aider tous les musulmans, en plus fortement les ressortissants, les déplacés du Nord aujourd'hui, qui sont dans le besoin. Dans les jours à venir, d'autres distributions sont prévues à Mopti et à Kona. La journée panafricaine a été célébrée à travers une conférence débat organisée par l'Association des membres et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, Amsunem. La conférence, qui avait pour cadre Koulikoro, avait également comme thème « Quelle sortie de crise pour notre pays ?» Ce rendez-vous de Koulikoro a mobilisé une forte délégation de la coordination nationale de l'Amsunem et de l'AEM. Fousséni Tunkara depuis Koulikoro. C'est pour montrer sa vision en faisant des propositions concrètes de sortie de crise que l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM a bien voulu initier cette conférence débat. Le thème retenu est « Quelle sortie de crise pour le Mali ?» Le conférencier à la personne de Mohamed Alassane Maïga a brièvement présenté l'historique de la rébellion au Mali avant de lancer les débats. Débats qui ont porté entre autres sur les élections, la justice, le civisme. Et pour résoudre ces différentes équations, l'Amsunem propose. Il nous faut changer de perspective. Il nous faut rebâtir un homme malien avec la fierté du Soudanais d'hier. Un homme malien techniquement bien formé, intellectuellement compétent et moralement apte. L'Amsunem trouve également nécessaire la réhabilitation de l'école publique au Mali. Autre temps fort de cette rencontre, les témoignages de Sidi El Mokhtar, ancien militant de l'UNEM, qui a perdu son bras dans les années 79-80 pour l'école malienne. J'ai été vraiment édifié sur la nécessité de multiplier ce genre d'exemples ici parce que ce qui a été dit et dans cette salle discuté, les échanges qui en sont sortis sont de nature vraiment, je crois, à raffermir la solidarité et à faire en sorte que les citoyens se reconnaissent beaucoup plus dans la manière de sortir effectivement de cette crise-là. Cette initiative de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM coïncide avec la journée de l'Afrique, célébrée chaque 25 mai. 50 millions de francs CFA, c'est le montant d'un important lot d'équipement médical que vient de remettre le projet d'appui au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration de l'éducation et de la santé au district sanitaire de Koutiala, Bougouni, Kolondjeba et Sikasso. Compte rendu Daouda Djakité. La présente donation du projet d'appui au renforcement de la décentralisation et déconcentration de l'éducation et de la santé par DES est composée de tensiomètres, de tables d'accouchement, de chariots à instruments et des armoires métalliques. Un ensemble d'équipements médicaux destinés au district sanitaire de Bougouni, Koutiala, Kolondjeba et Sikasso. Il leur a coûté environ 50 millions de francs CFA. Un geste que le PARDES inscrit dans sa dynamique de renforcement du plateau technique des structures de santé des collectivités territoriales. C'est pour permettre effectivement de soutenir la mise en œuvre des plans opérationnels des collectivités et des services techniques en matière d'éducation et de santé pour permettre effectivement de maintenir à minima les indicateurs sur l'éducation et la santé. Une initiative bienheureuse qui aura un impact positif dans l'amélioration de la qualité des soins des structures bénéficiaires. Quand un partenaire nous honore en nous livrant un matériel, on ne peut être que ravis et utiliser ces matériels à bon escient. Et nous allons donner des instructions à nos différentes structures pour que ces matériels servent vraiment les malades de la population de Sikasso. Et les responsables des collectivités décentralisées de saluer cette démarche du PARDES. Je puis vous rassurer de la disponibilité du Conseil régional en tant que maître d'ouvrage du projet à l'échelle régionale, à œuvrer davantage pour que ce projet puisse contribuer efficacement à renforcer les offres de services dans le secteur de l'éducation et la santé au niveau de la région de Sikasso. Rappelons que le projet d'appui au renforcement de la décentralisation et déconcentration de l'éducation et de la santé par DES est financé par l'ambassade des Pays-Bas à hauteur de 900 millions de francs CFA et mis en œuvre par Handicap International pour une durée de 12 mois.
L'association Acte 7, en partenariat avec la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, continue sa mobilisation pour la valorisation du patrimoine culturel en 3e région. C'est la cité du Banimonoché qui vient d'accueillir des journées de concertation culturelle. Le but, c'était de débattre avec les acteurs concernés la promotion de l'industrie culturelle dans le cercle de Bougouni. Les détails avec Chekoumar Sangaré. De ces 3 jours de concertation, il ressort que l'industrie culturelle de la cité de Banimonoché connaît quelques difficultés, parmi lesquelles l'insuffisance d'activités culturelles dans la localité, la faible prise en compte de la culture dans les programmes de développement économique, social et culturel PDCEC des communes et le manque de formation des acteurs culturels. Les termes comme formation, qui a été fortement demandé par les acteurs culturels, et aussi d'information. On s'est rendu compte qu'il y a jusqu'à la nouvelle loi sur les droits d'auteur et droits voisins au Mali, ce sont des lois qu'ils ne connaissent pas. Cette initiative de l'association Acte 7 a été appréciée par les acteurs du secteur de la culture. Ils en ont profité pour passer au peigne fin leurs problèmes et ne cachent pas leur satisfaction. Je suis vraiment satisfait des 3 journées de concertation. Non seulement les difficultés ont été évoquées, mais la 2e journée, on nous a demandé quelles solutions proposez-vous pour relever ces défis. Nous avons parlé des problèmes que nous rencontrons de façon locale, chacun dans son secteur d'activité dans la culture. À l'issue des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, l'intensification de la sensibilisation pour la promotion de la culture et la dotation des collectivités en moyens financiers destinés à la valorisation de la culture. Je vous le disais dans les titres, les berges du fleuve Niger à Gao retrouvent l'ambiance habituelle. La pêche et la vente du poisson frais ont repris pour le bonheur des populations de Gao. Et sans être pêcheur, notre équipe de reportage basée à Gao est allée constater. Pratiquée par 3 des 4 cercles de Gao, la pêche occupe une place de choix dans l'économie de la région. Pendant l'occupation, le sous-secteur a connu un coup d'arrêt grâce aux pressions exercées par les occupants. Avec ces gens-là, ce qui va compliquer ici, il y a beaucoup qui est parti. Quand il dit les femmes, nous, c'est les hommes qui font la pêche et c'est les femmes qui font travailler les poissons. Et il ne veut pas que les femmes travaillent. Donc il y a beaucoup qui ont eu peur dans ça. Ils ont retourné jusqu'à Mopti. Un mois après l'arrivée des forces de défense à Gao, le trafic sur le fleuve avait été interdit en février par les autorités. Une décision prise après 3 incursions de combattants terroristes qui avaient pénétré en pirogue. Suite au pourparlers, les pêcheurs sont libres de reprendre le chemin des zones poissonneuses avec filets et hameçons en main. Mais l'arrêt de travail a surtout marqué les pêcheurs, leur sous-secteur étant le poumon de l'économie de la ville. Sans la pêche, il n'y a pas Gao. On peut dire que tout est Gao vit dans les pêches. On s'est réunis et on est parti voir plusieurs fois les gendarmes de Gao. On est même parti voir le colonel Didier Dakou. Et après, on a eu la chance, les gendarmes fleviers, ils viennent de Mopti, qu'ils arrivent ici. Vraiment, et ils nous aidaient beaucoup, ils arrivent ici. Maintenant, quand ils voient à Gao, au port de Gao, il y a les sécurités partout. Cette sécurité retrouvée a tout de même permis le retour de quelques transporteurs de poissons. Lorsque nous venons, nous avons peur. Maintenant, c'est OK, il y a la sécurité partout. Ça nous rend heureux. On l'amène à Mopti pour les revendre. Tout comme les hommes, les femmes ont un grand rôle à jouer dans le secteur de la pêche. Ici, les hommes amènent le poisson. On revend ça aux commerçants. Les autres achètent ça pour amener ça au Niger, à Bamako et puis à Kidal. Malgré la reprise normale des activités fluviales, le commerce du poisson dans les pays voisins n'a pas véritablement démarré, ce qui est un manque à gagner pour l'économie de la région de Gao. Le musée national a accueilli hier samedi la première édition des journées portes ouvertes sur le livre et les écrivains. Cette initiative du mouvement Mali Valeurs fédère une dizaine de collectifs et d'organismes professionnels des filières éducatives et culturelles de notre pays. Le président du mouvement, Ismaïla Samba Traoré, sur le sens de l'événement, est au micro de Modibo Soare.
les collectifs qui composent le mouvement Mali Valeurs sont très préoccupés de promotion de la culture et de l'éducation dans notre pays. Ils ont fait le constat que, en dépit de la multitude des associations, des collectifs, des réseaux qui constituent notre mouvement Mali Valeurs, eh bien, le travail de promotion ne se fait pas forcément, le travail de communication ne se fait pas forcément entre les écoles, les écrivains et les livres. Et ce qui nous a conduit à organiser cette première journée porte ouverte qui sera suivie par beaucoup d'autres. En organisant cet événement, quelles sont vos motivations? Nous avons eu le souci d'identifier, d'abord de recenser les écoles partenaires, parce que cela fait quand même quelques années que nous travaillons avec les écoles. Et les écoles partenaires, une dizaine de lycées et d'établissements assimilables, nous rejoignent. Et avec elles, nous avons décidé de travailler de façon à ce que, en lançant l'opération aujourd'hui, en créant les modes pédagogiques qu'il faut, pour que dans les mois à venir, et peut-être même dans les années à venir, que l'école et les écrivains puissent se retrouver, travailler ensemble de façon à ce que les contenus portés par le livre soient bien communiqués. Il y avait une dizaine d'établissements scolaires, dont 7 lycées et 3 établissements de second cycle, et un public d'environ 200 élèves. La prochaine opération Portes ouvertes sur le livre et les écrivains se déroulera le 1er juin prochain au centre Djoliba de Bamako et devrait permettre l'extension à d'autres établissements scolaires du Mali. Information qui a été complétée par Modibo Soirée. Tous les dimanches, c'est jour de mariage à Bamako, a chanté le couple Amadou et Mariam. Mais nous, ce soir, on ne parlera pas de mariage, on parlera plutôt de cet autre phénomène qui fait parler de lui. Ici, dans la capitale, les dimanches, c'est la ruée vers le marché du Dabanani de Bamako. Dimanche est devenu jour de vente et d'échange d'oiseaux appelés volailles à fortune. Et les vedettes du jour s'appellent poulet de chair, pigeons d'Inde et autres canards. Une grande convoitise et ces oiseaux sont proposés à des prix inimaginables. Fatoumata Kone, qui a eu sûrement envie de manger quelques morceaux de ces volailles-là, est allée voir et voici ce qu'elle nous ramène. Cocorico un dimanche en pleine journée pour ce coq de chair, une espèce appelée Brahma. Cela se passe dans le marché de dimanche ou le marché d'oiseaux. L'espèce Brahma peut être vendue comme tout autre oiseau dans le marché ou échangée entre éleveurs de volailles à fortune. Ils sont de nos jours des milliers de personnes à se retrouver dans cet espace devenu un grand marché d'oiseaux à fortune. Autrefois, quelques élèves résidant à Bozola et ses environnants, des passionnés d'oiseaux s'y retrouvaient tous les dimanches pour échanger des oiseaux de basse-cour. Ce petit négoce se passait parallèlement au commerce des poules. Et le phénomène a aussitôt pris de l'ampleur. De nos jours, le marché de dimanche regorge non seulement d'oiseaux d'origine malienne, mais aussi des espèces étrangères et métissées. On y trouve plusieurs variétés, notamment de la dinde, de l'oie, le canard, la pintade, le pigeon, entre autres. Les prix donnent des frissons. Le pigeon mondain, 150 000 à 110 000. Les plus prisés sont les poussins pour poulet de chair, la dinde pondeuse et le pigeon aimé pour sa beauté. Bref, chaque oiseau est apprécié en fonction de ses spécificités pratiques et utilitaires. Poulet de chair,
Activité fructueuse et passionnante, l'élevage de volailles permet aux élèves, retraités et chômeurs de se faire une place au soleil. J'ai eu un travail à la Banque centrale, j'ai arrêté l'élevage, je le reprends de plus belle. Dieu merci, ça peut assurer la retraite d'une personne. Dimanche a ti permettre kana quoi parce que dimanche do be ba soro devoir ba wolo lundi bi le son temps ni congé tara do amanga kay so on sagi so on fait so la ali fere fen tamula amna sugule a jaye kama quoi. Le produit est même exporté dans la sous-région. Abisa ya mali wona ga bo katana yoro chamana par exemple au Burkina, Niger, Ivoire, vous connaissez en bolé à 150 000, 125. En plus de la volaille, le marché d'oiseaux de fortune est bondé d'aliments pour volailles, de matériel de basse-cour. Les affaires prospèrent surtout les dimanches. 4 kilos d'ia. Bou. Mais amina ni si sulu mais ani pigeon sulu. Amina fer wana ni kama durbo mi sama nunu wa flabura wa kelen kama durbura wa kelen bura kama worobara. Les conseils concernant les soins et autres techniques d'élevage de la volaille se transmettent de bouche à oreille. Tous les éleveurs de volailles se transforment ainsi en vétérinaires. Contrairement à cette façon de faire, il est recommandé de consulter un spécialiste en vue de se prémunir contre les risques et les dangers liés à l'activité. Mais dire qu'on fait l'élevage dans la concession, dans la famille, ce n'est pas du tout recommandé. La volaille aime le plus souvent la liberté. Il faut la vaccination contre la maladie de Newcastle, cas de salmonellose, qui peuvent être transmises à l'homme par l'intermédiaire de l'œuf que nous consommons. Passion ou gagne-pain, l'élevage de la volaille à fortune nourrit bien son homme. Merci Fatoumata Kone. La Ligue régionale de football de Ségou sera désormais sous la conduite de Mamadou Sow et cela pour 4 ans. Ainsi en a décidé son assemblée générale qui s'est tenue à 100. Ainsi donc les travaux étaient supervisés par Vieux Makan Keita de la FEMAFOOT en présence évidemment de nombreux journalistes. Le point de Fousseini Samake. Au cours de cette assemblée générale de la Ligue régionale de football tenue dans la capitale du Centro Carantela, les délégués des différents districts de football de la 4e région ont échangé sur, entre autres, le bilan moral et financier de l'équipe sortante en fin de mandat, la mise en place du nouveau bureau. Au terme des discussions, l'équipe régionale de Ségou sera conduite par Mamadou Sow pour un deuxième mandat consécutif de 4 ans. Pour la nouvelle équipe composée de 20 ans, si au cours du mandat écoulé des progrès remarquables ont été réalisés, d'autres défis restent à relever. Une chose pour moi est de monter à un échelon supérieur. Mais pour s'y maintenir, en est aussi une autre. Nous avons l'obligation de consolider ces acquis. Nous mesurons effectivement la tâche qui nous attend pour les 4 prochaines années. J'en appelle à la clairvoyance, à la sagesse de tout le monde, de tous les acteurs du football ségouvien. Les acteurs du développement du football invitent à l'union sacrée autour du football malien qui se maintient sur l'échiquier international. Il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis dans la gestion du football à Ségou. Alors nous n'en entendons pas moins. Et ce que nous attendons, c'est encore plus de travail. 2 équipes en première division, mais nous voudrions plus. Nous voudrions plus pour que le football de Ségou puisse aller de l'avant. Lors des 4 dernières saisons sportives de football, l'équipe de Ségou a réalisé des progrès dont la participation de 2 clubs de la région, l'AS Bakardian de Baroili et l'Office Niger Sport à l'élite nationale de football malien et leur maintien est presque assuré pour la saison sportive 2013-2014. La carte portant le numéro d'identification nationale appelée carte Nina, c'est le sujet de votre émission question d'actualité de ce soir. Où peut-on se procurer sa carte Nina et qui peut avoir la carte Nina? Abbas Fambouri Traoré et son invité Moriba Sinayoko vous donneront des réponses à toutes. La carte Nina est l'unique valable pour l'élection présidentielle. Question d'actualité, c'est la question du dimanche. Mali 1.